certaines œuvres contemporaines requièrent du spectateur d'entrer en relation, en mouvement avec elles à travers un dispositif technologique. Ces œuvres font vivre des expériences où il s'agit de s'impliquer physiquement et d'exécuter des combinaisons de gestes plus ou moins diversifiées et amples. Elles se vivent pour le spectateur en relation avec elles, mais aussi à travers son propre corps. Comment certaines de ces œuvres déstabilisent ou stimulent des associations multisensori-motrices et à travers les sens du mouvement, donc les sens proprioceptifs, kinesthésiques, vestibulaires, etc. Et quelles transformations et expériences esthétiques peuvent-elles produire? Pour bien saisir ce propos, nous allons tout d'abord nous intéresser à certains concepts ou recherches récentes en sciences cognitives, pour ensuite passer au travers de 2 études d'œuvres. Donc, cette recherche est élaborée à travers les 5 sens communément répertoriés, ainsi que les sens du mouvement, et le fait que le geste est à la fois producteur d'une action et mode de perception. Je fais référence à Alain Berthoud. De plus, elle s'inscrit dans un champ de pensée, la cognition incarnée. La neuropsychologue Véronique Boulanger avance que puisque notre système de représentation du monde s'est développé à travers notre corps en relation avec l'environnement, on peut dire que la conceptualisation est incarnée. Et le geste et son observation sont au cœur de la conceptualisation. On entend ici conceptualiser comme étant élaborer un concept ou un ensemble de concepts communicables à partir des données de l'expérience vécue. D'ailleurs, il faut prendre en compte que dans le développement cognitif, le geste est un précurseur du langage oral. De nombreuses études et expériences des 50 dernières années tendent à démontrer que les gestes iconiques constituent une base pour l'acquisition du langage. Je pense aussi au travail de Nathaniel Stern qui avance que, et là je cite, « L'art interactif définit le trio unifié du mouvement, pensée, sensation en tant qu'incarnation. Ici, le corps est impliqué comme s'il est formé et en relation. » Je poursuis la citation. « Les installations interactives amplifient la manière dont les inscriptions, les sens et les matières du corps se déploient, alors que les sensations, concepts et matières s'enveloppent. » Donc là, je parlais d'une première œuvre, Pulse Spiral, de Raphaël Lozano-Hemmer, de 2008. Donc, Pulse Spiral est une installation interactive déployée dans un espace assez haut, où 300 ampoules sont suspendues au plafond, tel un lustre géant. Une station est positionnée en dessous de la sculpture d'ampoule, où peut s'y tenir debout un spectateur à la fois, afin de prendre en main des poignées. Il s'agit de capteurs de pouls, tels ceux que l'on retrouve sur les machines de sport. Dans une première étape, lorsque le spectateur les serre, l'ampoule la plus proche de lui commence à clignoter selon son rythme cardiaque. Ensuite, toutes les ampoules clignotent à la même cadence. L'environnement au complet palpite au gré de l'enchaînement d'intensité d'éclairage, créant un effet intense provenant de la transformation rapide et successive du lieu, entre le fort scintillement des centaines d'ampoules, suivi de leur extinction puis de l'obscurité. Une fois que le spectateur relâche les poignées, chaque ampoule scintille à un rythme différent qui correspond à la pulsation d'un des spectateurs précédents. Le son ambiant varie sur le même rythme que les lumières, puisqu'il provient du fonctionnement du dispositif. Il correspond au bruit des ampoules et de leurs variations. C'est habituellement par une perception interoceptive que l'on ressent son pouls, par la perception du flux sanguin pulsé par le cœur ou par la palpation d'une artère. Mais la plupart du temps, on ne le perçoit pas. Pulse nous fait percevoir autrement notre pulsation et nous met dans une attitude de forte attention de celle-ci. Cette sensation interoceptive est intime, autoréférencée, discrète, à l'échelle de son corps ou d'une zone de son corps. Dans l'installation artistique, la pulsation prend toute la place, tout l'environnement qui l'entoure, et elle est partagée avec toutes les personnes présentes et agit à très grande échelle. D'une part, l'œuvre joue sur la satisfaction narcissique de se voir soi-même investir un lieu symbolique où l'on est mis à l'honneur, telle une empreinte, un selfie de soi-même ou de son état interne. On se retrouve à l'avant de la scène, d'une part, et dans une forme de rapport d'autorité, comme si l'on prenait contrôle sur le lieu, où son cœur dicte le pas à des centaines d'ampoules, tel un bataillon. D'autre part, l'expérience est immersive, englobante.
La pulsation traduite à travers la variation d'intensité de lumière et de déplacement des ombres crée un mouvement que l'on perçoit visuellement, pas seulement à distance sur une surface, mais tout autour, même sur soi. Ceci crée un effet visuel haptique et proprioceptif, comme si l'environnement immatériel oscillait sur soi-même. La sensation à même notre cage thoracique et à travers tout le corps est en adéquation exacte avec les stimuli visuels et sonores. La connexion entre nos sensations interoceptives et l'expérience perçue est intensifiée par une interaction directe, puisque la fréquence d'impulsion constituée de divers niveaux d'intensité est traduite très subtilement par la lumière et les sons. L'œuvre crée une augmentation d'une part de nous-mêmes et de nos perceptions, et d'autre part de notre milieu interne. Elle duplique notre sensation interoceptive pour nous la faire percevoir comme un environnement extérieur et immersif. Dans ce sens, l'œuvre nous fait expérimenter notre propre pulsation. Elle nous la fait performer. Qu'on la perçoive consciemment ou non, la sensation des pulsations est toujours là. Ils sont toujours en fond. Ils nous constituent depuis le tout début de notre développement embryonnaire, et ce jusqu'à la fin de notre existence. Si l'expérience avec Pulse Spiral est forte, c'est qu'en se connectant à son dispositif, elle interfère avec la sensation d'un phénomène physiologique complètement intégré, incorporé. Nous vivons, pensons, percevons, agissons sur son rythme. L'œuvre transforme notre rapport à ce phénomène vital et constant qui fait partie de soi. Ce faisant, l'œuvre vient s'implanter et transformer la perception et l'expérience que l'on se fait de soi-même. Orchestrer la perte, Perpetual Demotion, de Simon Laroche et David Santo. C'est une installation robotique qui nourrit les humains qui acceptent de tenter l'expérience en se plaçant proche face à elle. Le robot est composé d'un bras articulé qui débute son cycle en s'abaissant pour aller cueillir devant lui une cuillère contenant une pâte comestible. Le bras se déplie, se dirige alors vers la bouche du spectateur qui peut ainsi recueillir la nourriture puis l'ingérer. La machine remet ensuite la cuillère à son esclave. Il s'agit en fait d'un performeur assis auprès d'elle qui l'assiste et la débarrasse du couvert utilisé. L'installation requiert du spectateur qu'il s'engage physiquement et coordonne son corps au robot, et ainsi sollicite ses sens visuels, mais aussi proprioceptifs, en plus du goût. L'expérience esthétique investit l'espace interne du corps du spectateur, puisque celui-ci doit accepter de se faire nourrir, puis d'ingérer la pâte alimentaire. L'œuvre intervient sur des perceptions interoceptives chez le spectateur. Dans le jeu et selon les règles préétablies de l'œuvre, le spectateur doit approcher sa tête face au robot. Celui-ci est muni d'une caméra et fonctionne par reconnaissance faciale. Dans sa progression, il commence son approche par des mouvements rectilignes et en se plaçant devant un premier temps face à la bouche du spectateur, avant d'effectuer un mouvement en ligne droite vers la bouche de celui-ci. Une fois plus proche, c'est un capteur de distance qui contrôle son approche jusqu'à ce que le contact se fasse et qu'un capteur sensitif le renseigne. Le spectateur se coordonne en continu avec le robot et est en attente de l'étape où celui-ci va entamer son approche. Alain Berthoz a décrit les relations entre action et perception et explique que la perception est une anticipation constante des conséquences de l'action. Elle est une action simulée et est toujours projetée vers l'avenir. L'expérience d'orchestrer la perte est particulièrement basée sur cette relation et sur la nature d'anticipation de la perception. Le robot suit le visage, ou du moins est censé le faire, parfois de manière saccadée. Il semble parfois imprévisible ou dans l'erreur. Dans certains cas, les spectateurs adaptent leur position. Ceci peut créer une confusion, de l'hésitation et des réajustements plus ou moins développés et répétés. Le spectateur reste le long de cette courte expérience dans une vive attention afin de prévoir au mieux et s'adapter. Le bras robotique, comme sa désignation l'indique, peut être associé à un bras d'humain. Alors qu'il n'a pas été développé sur une base d'humanoïde, sa forme effilée, son échelle, l'action qu'il effectue et le fait qu'il tienne une cuillère concourent à cet effet. Ceci accentue l'impression d'être nourri par un tiers, tel le bras de la mère qui amène la cuillerée à la bouche de son enfant. Le robot incarne dans ce cas une forme d'altérité. Habituellement, lorsqu'on se nourrit, porter son bras vers sa bouche est un geste répété, extrêmement intégré. Au niveau neurofonctionnel et physiologique, il correspond à une corrélation sensorimotrice construite et apprise. Au niveau proprioceptif,
On sait où se situe sa main dans l'espace et par rapport au reste de son corps. La représentation de son centre, que l'on appelle le référentiel égocentrique, permet à sa main de se diriger au bon endroit, même les yeux fermés. La vision peut contribuer et confirmer l'ensemble, même si elle n'est pas nécessaire. Il s'agit donc d'une coordination sensorimotrice complexe, mais incorporée, mémorisée. Dans l'œuvre, le bras du robot prend le rôle du sien. On doit combiner une expérience physiologique habituelle avec ce robot. La coordination sensorimotrice ne se fait plus seulement au sein même de son corps, mais entre les combinaisons sensorimotrices de chacun qui tentent d'être complémentaires. L'expérience nous demande de se connecter à cette machine, telle une prothèse, une extension corporelle. Elle n'est pas greffée et connectée directement à la chair et au système musculaire, osseux et nerveux, mais elle est greffée à un phénomène physiologique, sensorimoteur, habituellement autonome et incarné dans un sujet. Et elle prend sa place dans la boucle sensorimotrice. On peut alors parler d'une augmentation de la coordination sensorimotrice par un dispositif technologique. Mais puisque les personnes du public sont des individus en pleine autonomie de leurs fonctions, ils se retrouvent dans une situation où celle-ci serait diminuée, car ce geste les ramène à l'enfance, mais aussi à ce qui nous attend tous, la perte plus ou moins progressive de nos compétences corporelles vers une fin inéluctable. La solution de la machine pour répondre à cette perte de moyens nous amène à une représentation techno-dystopique, fictive, mais inspirée de notre monde actuel. L'interface robotisée est autoréflexive. Elle nous confronte à la décision de faire confiance ou non à cette machine et lui laisser prendre une place intime et pénétrante. Elle fait écho à la place des systèmes automatisés ou d'intelligence artificielle dans nos sociétés, dans notre quotidien, notre intimité. Elle montre comment un geste n'est pas si inné. Il s'apprend, il est difficile à intégrer lorsqu'il est nouveau, il n'est pas éternel. En même temps, nous appartient-il ou est-il façonné et intégré par le développement des technologies, de leurs usages et de leur impact sur notre approche du monde? Ce qui nous amène à tous ces gestes que nous intégrons et avons intégrés avec les machines informatisées d'aujourd'hui. L'œuvre remet en perspective le rapport de dominant et de dominé entre l'humain et la machine dans ce que les artistes évoquent comme un contexte de détermination technologique orchestrant la perte de contrôle généralisé. Pourquoi ces deux œuvres ont la particularité de ne pas nous laisser indifférents, voire nous captiver? C'est très certainement parce qu'elles s'implantent au sein même de phénomènes physiologiques, incarnés, individuels, intégrés, pour venir les déstabiliser et nous les faire vivre autrement. Elles augmentent nos perceptions et nous mènent. Elles interviennent au niveau d'enjeux vitaux et nous ramènent à notre condition humaine. Pour le spectateur, cette expérience esthétique n'est pas seulement physique, sensorielle, engageante, elle est aussi conceptualisante. Elle permet d'accéder à un degré de conceptualisation qui vient seulement de celui du vécu. Elle intervient avant l'éventuelle mise en mots. Et pour faire un lien avec la discussion d'hier, Axel, la danseuse, nous parlait du dispositif réactif dans lequel les contractions musculaires des danseurs interagissaient avec le son. Et elle expliquait qu'elle avait ressenti davantage d'empathie et de connexion avec les autres interprètes. Et je me suis donc posé la question, est-ce que ça serait la conceptualisation en fait, qui jouerait un rôle important dans cet effet? C'est-à-dire que le son, comme elle nous expliquait, devenait un moyen très efficace pour saisir les sensations interoceptives des uns et des autres. Voilà. Merci beaucoup.